La voix était douce mais ferme, sans bégaiement, sans peur. Tout le salon VIP de la banque la plus chère du centre-ville de Manhattan détourna instantanément le regard, comme si ces mots y étaient interdits. L'homme, debout devant le comptoir en marbre, vêtu d'une combinaison orange délavée de prisonnier où l'on pouvait lire « État DE la pénitentiaire », dans le dos, de baskets usées jusqu'à la corde et d'une coupe de cheveux rasés qui trahissait une incarcération récente, ne scia pas. Il répéta, fixant maintenant le directeur de l'agence, « Monsieur, je voulais juste consulter mon solde. Voici mon code et ma pièce d'identité. » Marcus Sullivan. 32 ans. Libéré de Riker Island 6 heures plus tôt, après avoir purgé 8 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ses mains portaient encore les callosités des travaux forcés, ses yeux étaient marqués par 1000 nuits blanches, et sa posture révélait un homme qui avait appris à se tenir droit, même quand le monde cherchait à le briser. Il n'aurait jamais imaginé que son premier arrêt après sa liberté serait la Preston Financial Tower, où les millionnaires sirotaient du champagne en choisissant leur prochain yacht. Derrière le comptoir, le gérant, un homme grand et mince nommé Gerald Whitmore, les cheveux gominés, une Rolex qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, et un sourire si faux qu'il semblait se briser, laissa sa mâchoire se décrocher lentement. Il dévisagea Marcus de haut en bas, comme s'il s'était complètement trompé d'endroit-point. « Vous » demanda Gerald en fronçant les sourcils. « Vous voulez consulter un solde? Quel compte, mon pote? La caisse de la cantine? Les économies de la prison ?» Des rires éclatèrent autour d'eux. Des rires cruels et moqueurs, venant de gens qui pensaient que l'argent définissait la valeur d'un être humain. Un homme en costume gris Armani, un verre de Dom Pérignon à la main, chuchota à la femme à côté de lui assez fort pour que tout le monde l'entende. Ça doit être une de ces arnaques à l'amiable. Il a sûrement empoché 100 $ dans un procès et il se prend pour Warren Buffett. De nouveaux rires fusèrent. Mais Marcus ne broncha pas. Il tendit simplement la main. Une main marquée par les cicatrices, témoin d'une longue histoire de survie, tenant une enveloppe Kraft scellée contenant un numéro de compte, un document original et une autorisation légale d'accès point. Voici le compte. Mon grand-père l'a ouvert à ma naissance. Il est décédé 2 semaines avant mon incarcération. Mon avocat dit qu'il est maintenant à mon nom. Le mot « décédé » apaisa légèrement l'atmosphère, mais l'arrogance y régnait toujours. Gerald croisa les bras, riant d'un air moqueur point. « Écoute, mon pote, ici, c'est un espace privé. Les comptes courants sont gérés en bas. Seuls les investisseurs importants sont servis ici. Des clients qui brassent des millions, pas des ex-dollars qui sentent encore. »« Je sais où je suis, » l'interrompit Marcus d'une voix calme et assurée. « Et je ne cherche pas les ennuis. Je veux juste consulter mon solde. » La femme assise à côté de l'homme qui sirotait du champagne tapota le bras de son mari, réprimant un rire. « Chérie, enregistre ça. Ça va faire le buzz. » Pendant ce temps, un agent de sécurité s'approcha de Marcus, prêt à l'escorter dehors comme un intrus. Mais Marcus ne recula pas. Pas même d'un pouce. Il déposa l'enveloppe avec précaution sur le comptoir, comme s'il s'agissait d'un objet sacré, et ajouta quelque chose qui figea l'assemblée point. « J'ai promis à mon grand-père de venir ici le jour de ma sortie. Je suis désolé, mais je ne partirai pas sans tenir ma promesse. » Les rires collectifs s'éteignirent pendant 3 secondes seulement, avant qu'une voix au fond de la salle ne crie « Alors, millionnaire, quel est votre solde? 10 $ et un ticket de bus ?» Marcus releva calmement le menton, sans agressivité, et répondit clairement « Je m'appelle Marcus Sullivan. Et mon grand-père s'appelait Samuel Sullivan. » Ce nom simple, banal, déclencha quelque chose d'inattendu. Le sourire de Gerald vacilla une demi-seconde. Une vieille dame près de la fenêtre laissa échapper un petit cri. Quelqu'un a laissé tomber son téléphone point. « Sullivan ?» répéta Gerald, sa voix soudainement moins assurée. « Jamais entendu parler. Ici, on n'a droit qu'à des noms de stars. Pas à. »« Samuel Sullivan » répéta Marcus d'un ton ferme. « L'ancien concierge de cet immeuble pendant 37 ans. Celui qui nettoyait vos sols, vos toilettes, vos bureaux pendant que vous amassiez des millions. » Un silence de mort s'abattit sur Gerald. Son visage pâlit. Sa main trembla légèrement, tandis qu'il cherchait le clavier point. « Monsieur, » reprit Marcus, la voix à peine brisée, « pourriez-vous simplement saisir ce numéro dans le système? C'est tout ce dont j'ai besoin. » Gerald esquissa un sourire forcé, tentant de se ressaisir. « Très bien. Puisque vous insistez, laissez-moi vérifier. Je parie qu'il y a une petite prime pour bonne conduite. » L'assistance improvisée éclata de rire à nouveau. Mais tandis que Gerald tapait sur l'ordinateur, quelque chose se produisit. Ses doigts s'immobilisèrent. Ses yeux s'écarquillèrent. Le sourire disparut comme s'il n'avait jamais existé. Il essaya de taper à nouveau.
Encore une fois. Et encore. Sa main se mit à trembler, et pour la première fois depuis que Marcus était entré dans cette pièce, personne ne riait point. Gérald déglutit difficilement, sentant l'air lui manquer. Son visage passa de l'assurance suffisante à une terreur confuse en quelques secondes. Qui? La voix de Gérald se brisa. Qui était exactement votre grand-père? Marcus répondit simplement, en le regardant droit dans les yeux, le seul homme qui ne s'est jamais moqué de moi. Gérald cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si l'écran affichait quelque chose d'impossible. Il donna même un coup de souris, débrancha et rebrancha le clavier, et recula légèrement sa chaise, le visage complètement livide. Les invités, remarquant ce changement soudain, commencèrent à s'approcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda nerveusement le serveur de champagne. Au fait, il a combien sur lui? Probablement une centaine de dollars et une carte cadeau, chuchota quelqu'un, cherchant à provoquer des rires. Mais aucun rire ne vint. Quelque chose clochait. Quelque chose d'étrange. Quelque chose de bien plus grave que tout ce que les personnes présentes auraient pu imaginer. Mais ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Gérald, ni les millionnaires, ni même les gardiens, c'est que Marcus savait que ce moment arriverait depuis 8 ans. Chaque soir, dans sa cellule, il repassait en boucle les dernières paroles de son grand-père. Et maintenant, debout à l'endroit même où son grand-père avait nettoyé des toilettes pendant près de 40 ans, Marcus allait leur montrer à tous que le respect ne s'achète pas. Si vous appréciez cette histoire de justice et de pouvoir inattendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite vous laissera sans voix. Les mains de Gérald tremblaient tandis qu'il cliquait frénétiquement sur plusieurs écrans, chaque confirmation le faisant pâlir davantage. Il desserra sa cravate en soie, incapable de détacher son regard de l'écran, qui semblait se moquer de toutes ses suppositions sur les personnes en combinaison de prisonniers. Ce n'est pas possible, murmura Gérald en décrochant le téléphone d'une main tremblante. Autorisation de sécurité. Responsable Whitmore. J'ai besoin d'une vérification immédiate du numéro de compte. Sa voix s'éteignit lorsqu'il lut les chiffres. L'homme en costume Armani se fraya un chemin à travers la foule. Qu'est-ce qui vous bloque, Gérald? Dites-lui simplement qu'il n'a rien et passons à autre chose. Mais Gérald resta muet. En attente de la vérification, il fixa Marcus, confus et mêlé à une sorte de peur. Marcus demeurait immobile, ses mains calleuses posées calmement sur le comptoir en marbre. 8 années de patience dans une cellule de 2 mètres sur 2. Quelques minutes de plus ne changeraient rien. Mais intérieurement, son cœur battait la chamade, rongé par les souvenirs. La dernière visite de son grand-père avant le procès, le vieil homme lui tenant la main à travers les barreaux, lui murmurant des promesses qui semblaient impossibles. Samuel disait toujours que tu étais spécial. À ta sortie, va chez Preston Financial. 3e étage. Espace VIP. Ne te laisse pas refouler. Le téléphone grésilla. Confirmé. Compte vérifié. Statut client, Platinum Réserve. Platinum Réserve. Ces mots changeaient tout. Seules 12 personnes dans tout l'État bénéficiaient de ce statut. Des milliardaires. Des magnats de l'industrie. Des personnalités du magazine Forbes, pas des casiers judiciaires. Il doit y avoir une erreur, insista Gérald. Le client sort tout juste d'eux. Il n'arrivait pas à finir sa phrase. Les mots « prison d'État » restaient coincés dans sa gorge. Aucune erreur, répondit froidement l'agent. La succession de Samuel Sullivan a été transférée à Marcus Sullivan à son décès. Accès complet accordé à la date de libération. Y a-t-il un problème? Gérald raccrocha lentement, la main tremblante. Le silence était devenu suffocant. Il regarda Marcus avec une fierté blessée mêlée d'incrédulité. Ton grand-père travaillait comme agent d'entretien ici. Il nettoyait les toilettes. Il vidait les poubelles. Comment quelqu'un comme ça peut-il accumuler autant d'argent? Il n'arrivait pas à prononcer le numéro à voix haute. Et la mâchoire de Marcus se crispa. Mon grand-père était bien plus que son titre. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes ça. La femme qui avait voulu enregistrer plus tôt filmait, maintenant ouvertement. Le récit, d'abord moqueur, avait laissé place à quelque chose d'intrigant. Un scandale, un mystère, du contenu à partager. J'appelle la police, annonça Gérald en attrapant son téléphone. C'est forcément une fraude. Un vol d'identité. Impossible qu'un criminel condamné ait un accès légitime à un compte d'une telle importance. J'ai purgé ma peine pour un crime que je n'ai pas commis, dit Marcus d'une voix calme et glaciale. J'ai tous les documents légaux qui prouvent mon identité et mes droits de propriété. Mais si vous voulez perdre votre temps avec une autre fausse accusation, allez-y. Je suis habitué à être traité comme un moins que rien. Ces mots résonnèrent plus fort qu'un cri. Plusieurs personnes se sentirent mal à l'aise. Une dame âgée près de la fenêtre, Madame Chen,
Une habituée qui connaissait personnellement Samuel s'avança point. Gérald, Samuel Sullivan n'était pas un concierge ordinaire. Je l'ai vu travailler ici pendant des décennies. Il était honnête, digne et plus intelligent que la moitié des traders de votre étage. S'il a laissé un héritage à son petit-fils, je vous garantis qu'il l'a gagné avec plus d'intégrité que la plupart des fortunes de cet immeuble. Le visage de Gérald devint écarlate. Être mis au défi par Madame Chen, dont la fortune familiale remontait à 3 générations, était humiliant. Mais son orgueil l'empêchait de céder. Très bien. Vous voulez votre solde? Je vais le lire à voix haute pour que tout le monde l'entende. Voyons voir si c'est vraiment légitime. Marcus sentit son estomac se nouer. C'était le moment. 8 ans d'attente. Mais les paroles de son grand-père lui revinrent en mémoire. L'argent révèle le caractère, Marcus. Il ne le change pas, il le révèle. Quand ils verront ce que tu possèdes, observe comment ils te traitent. Gérald tourna l'écran pour s'assurer que tout le monde puisse voir. Son doigt hésita, prêt à dévoiler ce qu'il supposait être embarrassant. Peut-être 50 000, peut-être 100 000 si le vieux concierge avait été incroyablement économe. Il cliqua. Les détails du compte s'affichèrent. Lorsque les chiffres apparurent, le doigt de Gérald se figea. Des exclamations de surprise fusèrent aussitôt. Quelqu'un laissa tomber son verre, le cristal se brisant sur le marbre. L'homme en costume Armani trébucha en arrière. Madame Chen sourit d'un air entendu, les larmes aux yeux. 87 millions, murmura Gérald, à peine audible. Puis, plus fort, 87 millions de dollars. La pièce explosa de joie. Des téléphones apparurent de partout, enregistrant, photographiant, documentant cette scène incroyable. L'ancien détenu, en combinaison de prisonnier, se tenait devant un écran affichant une fortune dépassant la richesse cumulée de tous les présents. Mais le visage de Marcus demeura impassible. Pas de sourire triomphant. Pas de larmes de soulagement. Juste une acceptation silencieuse, comme s'il l'avait toujours su, mais qu'il avait attendu que les autres le comprennent. Mon grand-père a investi son salaire de concierge pendant 43 ans. Chaque paie. 50 $ au début, puis plus à mesure qu'il apprenait. Il n'a jamais acheté de voiture de luxe ni de vacances onéreuses. Il a vécu dans le même petit appartement jusqu'à sa mort. Parce qu'il ne travaillait pas pour lui. Il travaillait pour moi. Pour mon avenir. Pour le petit-fils qui n'aurait jamais à nettoyer des toilettes pour survivre. Les mains de Gérald tremblaient de rage. L'humiliation d'avoir eu tort, de s'être moqué de quelqu'un qui valait plus que lui, le brûlait comme de l'acide. Mais le pire était la peur, les conséquences de ces images sur sa carrière. Je dois vérifier des documents supplémentaires, balbutia Gérald. Le protocole pour les comptes de cette importance exige. Ce qui exige, l'interrompit une nouvelle voix, c'est que vous traitiez chaque client avec respect, quelle que soit son apparence. Tous les regards se tournèrent vers une femme d'une 50aine d'années, en tailleur bleu marine impeccable et mallette en cuir, qui se tenait à l'entrée. Son badge, Catherine Reynolds, vice-présidente senior de Preston Financial. Elle observait la scène depuis la mezzanine, alertée par les images de vidéosurveillance. Ce qu'elle avait vu la glaça d'effroi et sa décision fut immédiate. Monsieur Whitmore. Mon bureau. Tout de suite. Gérald passa instantanément du rouge au blanc, comprenant que son monde s'écroulait. Mais personne ne savait que Marcus n'était pas venu simplement vérifier son compte. Il était venu pour quelque chose de bien plus important, quelque chose que son grand-père avait méticuleusement planifié, quelque chose qui allait bouleverser des vies et révéler des secrets enfouis depuis des décennies. Car Samuel Sullivan n'avait pas été qu'un simple concierge. Il avait été témoin. Et ce qu'il avait vu pendant 37 ans avait été documenté, conservé et orchestré précisément pour ce moment. Catherine Reynolds ne perdit pas de temps. Dès que Gérald entra dans son bureau de direction, baie vitrée donnant sur Manhattan, bureau en acajou, vue imprenable, elle lui désigna une chaise. Asseyez-vous. Gérald s'assit, son arrogance disparut. À travers les parois de verre, il vit les cadres chuchoter, répandant l'histoire qui allait signer la fin de sa carrière. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Commença Catherine, d'une voix dangereusement calme. Gérald ouvrit la bouche, mais Catherine leva un doigt pour le faire taire. En 15 minutes, cette vidéo a été partagée 4000 fois. Un directeur de banque qui se moque d'un ancien détenu dont la fortune dépasse celle de notre conseil d'administration réuni. Vous comprenez l'impact que cela a sur Preston Financial? De retour dans le salon VIP, Marcus était toujours entouré d'une foule métamorphosée. Des cartes de visite fusaient, conseiller en placement, gestionnaire de patrimoine, avocat. Tous voulaient profiter du nouveau millionnaire révélé au grand public. Mais Marcus se concentra sur Madame Chen, qu'il avait défendue plus tôt. Elle s'approcha lentement. Votre grand-père nettoyait le bureau de mon mari tous les jeudis.
Nous travaillions tard, et Samuel frappait avant d'entrer, demandant toujours si nous avions besoin de quelque chose. La plupart le traitaient comme un meuble. Invisible. Mais moi, je le voyais. Et je voyais ce qu'il voyait. Le cœur de Marcus s'emballa. C'était le lien dont son grand-père avait parlé dans des lettres durant sa dernière année de prison. Des lettres soigneusement rédigées, codées, protégées. Vous saviez, dit Marcus d'une voix douce. Madame Chen sourit tristement. Je savais que Samuel notait tout. Les réunions nocturnes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Les papiers négligemment laissés après des transactions illégales. Les conversations tenues à voix haute parce que personne ne pensait que le concierge comprenait l'anglais. Samuel voyait tout, assez intelligent pour comprendre ce dont il était témoin. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant de préserver l'intimité de la scène. Cet argent? Pas seulement des placements judicieux. De l'argent pour vous protéger. De l'argent pour vous faire taire. Du chantage, si vous voulez, même si Samuel appelait ça une assurance document. L'estomac de Marcus se noua. Il s'en doutait, mais la confirmation était différente. Qui d'autre est au courant? À part moi? 2 personnes. Catherine Reynolds, à l'étage, qui est en train de dévorer Gérald. Elle vous attend depuis 8 ans. Et l'autre? Madame Chen sortit une carte de visite. Cet homme. Thomas Rivera, avocat. Protection des lanceurs d'alerte et malversation d'entreprise. Inscription manuscrite en dessous. Votre grand-père me faisait confiance. À votre tour. Appelez-le ce soir. La suite nécessite une protection juridique. Les personnes dont votre grand-père a dressé les dossiers ignorent qu'il est mort. Mais elles ne tarderont pas à le savoir. Et elles viendront chercher ces documents. Je n'ai aucun document, dit Marcus, perplexe. Madame Chen sourit. Oui, vous l'avez. Vous l'ignorez simplement. Vérifiez le coffre-fort 847. La clé se trouve dans les papiers de la succession de votre grand-père, sous la mention « Objets métalliques divers ». Je ne me suis jamais demandé ce qu'elle ouvrait. Avant que Marcus ne puisse répondre, une agitation se fit entendre. 3 hommes en costume sombre firent irruption, leurs insignes bien visibles. FBI. Marcus Sullivan appela l'agent principal. L'instinct de Marcus fut la peur. 8 ans avaient fait que les insignes étaient source d'angoisse. Mais il se força à se redresser. Il était libre. Riche. Il intéressait beaucoup de monde, désormais. C'est moi. L'agent s'approcha. Agent spécial David Morrison, FBI. Nous devons vous interroger sur votre grand-père, Samuel Sullivan. Silence. Les téléphones captaient maintenant quelque chose de bien plus grave qu'une simple anecdote. C'était une affaire fédérale. Suis-je en état d'arrestation? Demanda calmement Marcus. Non. Mais nous pensons que votre grand-père détenait des informations relatives à une enquête en cours sur des délits financiers chez Preston Financial. Des informations que nous recherchons depuis 10 ans. Marcus jeta un coup d'œil à Madame Chen, qui acquiesça imperceptiblement. C'était le moment pour lequel son grand-père l'avait préparé. Des visites en prison accompagnées de conseils énigmatiques. Des lettres sur la patience, le timing, la vérité qui finira par éclater. Je coopérerai, mais je veux que mon avocat soit présent. Vous avez un avocat? Demanda l'agent Morrison, surpris. Marcus sortit la carte de Thomas Rivera. Oui, maintenant. La suite se déroula exactement comme Samuel Sullivan l'avait orchestré depuis l'au-delà. Tandis que Marcus était assis dans une salle de conférence avec des agents du FBI et son avocat, Catherine apparut avec Gérald, visiblement anéantie. Catherine s'adressa à l'assemblée d'une voix autoritaire. Preston Financial ne tolère aucune discrimination. Gérald Whitmore n'est plus employé ici, avec effet immédiat. Son comportement était répréhensible et contraire à nos valeurs. Un murmure d'étonnement parcourut l'assistance. Le visage de Gérald s'empourpra, mais il resta muet. L'accord de départ comportait une clause de confidentialité stricte. Partir discrètement ou partir sans rien. De plus, Preston Financial lance une enquête interne sur tous les comptes gérés pendant le mandat de M. Whitmore. Toute irrégularité sera signalée aux autorités. Cette phrase glaça le sang de plusieurs clients fortunés qui avaient eu recours au service de Gérald pour des montages douteux. Les conséquences étaient énormes. Dans la salle de conférence. Marcus était assis en face de l'agent Morrison et des enquêteurs, avec Thomas Rivera à ses côtés. L'avocat était arrivé en moins de 20 minutes, avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait cet appel depuis des années. Votre grand-père avait accès au bureau en dehors des heures de travail. Nous pensons qu'il a été témoin de fraude, de blanchiment d'argent et d'infractions boursières, et qu'il les a documentés,
commença Morrison. Et vous voulez ces documents, dit Marcus. Nous en avons besoin. Mais surtout, nous avons besoin de votre témoignage sur ce que votre grand-père vous a dit. Ce qu'il a vu. Qui était impliqué. Rivera se pencha en avant. Mon client coopère pleinement. En échange, une immunité totale pour toutes les actions entreprises par son grand-père afin d'obtenir les documents. Une protection des témoins si nécessaire. L'assurance que l'héritage de Marcus, obtenu légalement, restera intact. Morrison réfléchit. C'est beaucoup demandé. C'est beaucoup à offrir. Les documents de Samuel Sullivan pourraient faire tomber l'une des plus grandes opérations de fraude financière de l'histoire de New York. Des preuves que vous n'avez jamais obtenues. L'immunité vaut bien la peine d'être accordée à un concierge décédé protégeant son petit-fils. Un silence s'installa tandis que Morrison pesait le pour et le contre. Finalement, il acquiesça. Je vais en parler à mes supérieurs, mais pour l'instant, nous avons un accord. Marcus expira. C'était le moment. 8 années de patience lui avaient appris. Désormais, cette patience servirait une cause plus noble. Une dernière chose. Mon grand-père a recensé les victimes. Des gens qui ont perdu leurs économies, leur maison, leur avenir. Je veux qu'une partie de mon héritage serve à les indemniser. Aider les personnes lésées par ces criminels. Morrison parut surpris. Rivera sourit, empli d'une fierté discrète. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de justice. Il s'agissait de guérison. Et dans le coffre-fort 847 se trouvaient 37 années de documents. Reçus, photographies, enregistrements, courriels, registres. Des preuves qui allaient ébranler Wall Street jusque dans ses fondements. 3 semaines plus tard, la Preston Financial Tower paraissait identique de l'extérieur, ses vitres étincelantes s'élançant vers le ciel de Manhattan. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Des agents fédéraux occupaient des étages entiers, des boîtes de preuves s'empilaient partout, et les cadres qui arpentaient les lieux avec une assurance insolente se déplaçaient désormais nerveusement, se demandant qui sera la prochaine victime. Marcus se tenait dans la salle des coffres avec l'agent Morrison, Thomas Rivera et 2 agents de sécurité de la banque. Il tenait à la main la petite clé en laiton portant la mention « Objets métalliques divers », figurant dans les documents successoraux de son grand-père. Le coffre-fort 847 les attendait. « Avant d'ouvrir ça, dit Morrison, je dois vous expliquer ce qui va se passer. Dès que ces documents seront entre les mains des autorités fédérales, il n'y aura plus de retour en arrière. Des vies seront brisées. Les puissants se battront avec acharnement. » Marcus s'inséra la clé d'une main ferme. Mon grand-père a passé 40 ans à voir des puissants détruire des vies innocentes. Il a tout documenté parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Je ne reculerai pas maintenant. La boîte s'ouvrit avec un clic discret. À l'intérieur, 23 clés USB étiquetées de date et de nom. 12 carnets remplis de l'écriture soignée de Samuel. Des centaines de photos. Et une enveloppe scellée, à Marcus, à ouvrir en dernier. Les yeux de Morrison s'écarquillèrent en examinant les étiquettes des clés. Hartman, Blackwell, Chaîne Industrie. Ce sont quelques-uns des plus grands noms de la finance. Étaient, corrigea Thomas Rivera d'un ton sombre. C'étaient quelques-uns des plus grands noms. Marcus ouvrit la dernière enveloppe de son grand-père. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de Samuel. « Mon cher petit-fils, si tu lis ceci, la vérité éclate enfin. Pendant des décennies, j'ai vu ces gens voler des familles comme la nôtre. Fonds de retraite, prêts immobiliers, économie pour les études. Ils appelaient ça « faire des affaires ». Moi, j'appelais ça du vol. Les 87 millions dont tu as hérité, c'est la somme exacte qu'ils ont volée lors de leur plus grande escroquerie. J'ai suivi chaque dollar, je l'ai investi judicieusement, et maintenant tu vas le rendre à ceux qu'ils ont ruinés. Tu n'es pas seulement riche, Marcus. Tu es l'instrument de justice que je n'ai jamais pu être. Fais-les payer. Grand-père main de Marcus tremblait. Le poids de son héritage prenait soudain tout son sens. Chaque dollar avait un but. Chaque centime représentait un espoir volé qui reprenait vie. Ce chiffre n'était pas un hasard, dit Marcus à voix basse en montrant la lettre à Morrison. 87 millions. Il l'a calculé avec précision. Morrison lut rapidement, l'admiration se lisant sur son visage. Ce ne sont pas seulement des preuves de crime, c'est un plan pour obtenir réparation. 20 étages plus haut, Catherine Reynolds faisait face à 8 membres du conseil d'administration dans la salle de réunion. La moitié semblait terrifiée. L'autre moitié, coupable. Tous savaient que leur monde s'écroulait. Le FBI a obtenu des documents remontant à 15 ans, annonça froidement Catherine. Chaque compte auquel Gerald Whitmore a touché. Chaque transaction qu'il a approuvée. Et messieurs,
Ces archives sont remarquablement détaillées. Richard Hartman, membre du conseil d'administration, 63 ans, 3 maisons, yacht nommé Prosperity, Pali. Catherine, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Frais d'avocat, règlement à l'amiable, tout ce qu'il faut pour régler ça discrètement. Discrètement? Catherine rit sans joie. La vidéo de votre collègue se moquant d'un ancien détenu qui vaut plus que vous tous a été visionnée 47 millions de fois. Le silence n'est plus de mise depuis 3 semaines. Un autre membre du conseil se leva brusquement. C'est absurde. Les notes d'un concierge? Ça ne tiendra jamais devant un tribunal. Jusqu'à ce qu'il découvre que les preuves comprennent des conversations enregistrées, des registres numériques et des preuves photographiques couvrant 4 décennies. 3 de vos avocats se sont déjà retirés. Les autres négocient l'immunité. Silence. À l'extérieur des parois vitrées, des agents fédéraux escortaient un autre cadre, les mains menottées, son costume coûteux paraissant ridicule sous les néons qui en révélaient tous les défauts. Au retour dans la chambre forte, Marcus ouvrit la première clé USB. Ce qui apparut fit sursauter même les enquêteurs les plus aguerris. Des tableurs détaillant des transactions frauduleuses. Des enregistrements audio de cadres riant des « investisseurs stupides » qui avaient tout perdu. Des photos de documents illégalement détruits. Des échanges de courriels évoquant le blanchiment d'argent. Votre grand-père était méticuleux, dit Morrison avec un respect sincère. Plus de preuves que nous n'en avons rassemblées en 10 ans. Il a tout documenté, date, heure, montant, participants. Il a même recoupé les infractions boursières avec les réglementations spécifiques de la SEC. Il avait le temps, dit Marcus d'une voix calme. Chaque soir, pendant qu'ils rentraient dans leur somptueuse demeure, il restait tard à nettoyer des bureaux, observant leur négligence, photographiant leurs traces. Ils le croyaient invisible. Leur plus grande erreur. Thomas Rivera rédigeait déjà des documents juridiques. Nous pouvons créer immédiatement un fonds d'indemnisation des victimes. Grâce à votre témoignage et à ces documents, nous pouvons identifier chaque personne ayant subi des pertes. Marcus, vous pourriez restituer la quasi-totalité du butin. Marcus examina les preuves, l'œuvre de toute une vie de son grand-père, sa rébellion silencieuse contre un système qui le traitait comme un moins que rien. Samuel Sullivan nettoyait des toilettes le jour et rendait justice la nuit, sans jamais rien dire à personne, sans jamais rechercher la reconnaissance, se contentant de constituer méthodiquement un dossier qui lui survivrait. Devant Preston Financial, des camions de presse étaient stationnés dans la rue. Des journalistes ont diffusé en direct « Urgent ». Les enquêteurs fédéraux ont arrêté cette dirigeant de Preston Financial. D'autres arrestations sont à prévoir. Ce scandale, déclenché par des documents de Marcus Sullivan, un ancien détenu récemment libéré dont le grand-père a travaillé comme concierge ici pendant 37 ans, pourrait bien être la plus grande affaire de fraude financière de l'histoire de New York. Gerald Whitmore, sans emploi et inemployable, observait la scène depuis son appartement. Son nom désormais associé à une humiliation publique retentissante. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé de messages furieux d'anciens collègues qui le tenaient pour responsable. S'il n'avait pas été surpris à se moquer de Marcus Sullivan, rien de tout cela n'aurait éclaté au grand jour. Mais la chute de Gerald n'était que le début. À la tombée de la nuit, les agents fédéraux allaient arrêter des personnes dont les noms figuraient dans Forbes, dont les enfants fréquentaient des écoles prestigieuses, dont les dons finançaient des musées. Tout cela parce qu'un concierge avait été vigilant et que son petit-fils avait eu le courage de dire la vérité aux puissants. 6 mois plus tard, Marcus se tenait dans un centre communautaire de Brooklyn, loin des tours étincelantes de Manhattan. La salle était bondée de personnes ayant tout perdu à cause de la fraude de Preston Financial. Des enseignants retraités dont les pensions s'étaient volatilisées, des familles ayant perdu leur maison, des étudiants dont les fonds d'études avaient disparu. Aujourd'hui, ils allaient enfin obtenir des réponses. Et être indemnisés. Mon grand-père a nettoyé des bureaux pendant 37 ans, commença Marcus, la voix calme mais empreinte d'émotion. Chaque soir, il voyait des documents que les puissants pensaient que personne ne lirait jamais. Il les voyait rire en détruisant des vies pendant qu'ils vidaient leurs poubelles. Ils le traitaient comme s'il était invisible. Ce fut leur erreur fatale. L'assistance écoutait dans un silence absolu. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. C'étaient les victimes oubliées, des personnes qui avaient porté plainte sans succès, à qui l'on avait dit que leurs pertes n'étaient que de mauvais investissements, qui avaient été ignorés par un système conçu pour protéger les riches. Grâce aux documents de mon grand-père et à l'enquête du FBI, le conseil d'administration de Preston Financial a été dissous. 17 dirigeants sont poursuivis au pénal. Des actifs d'une valeur de plus de 200 millions de dollars ont été saisis et seront distribués aux victimes. Marcus marqua une pause, la gorge serrée par l'émotion. Et mon héritage, les 87 millions que mon grand-père m'a laissés, vous est restitué. Car il ne m'a jamais vraiment appartenu.
Il vous a toujours appartenu. Des murmures d'effroi parcoururent la salle. Une femme au premier rang, Maria Gonzalez, qui avait perdu ses économies de retraite 10 ans auparavant, se couvrit la bouche de ses deux mains, les larmes ruisselant sur ses joues. Thomas Rivera s'avança avec une tablette affichant les détails du fonds d'indemnisation. Chaque personne présente dans cette salle a été identifiée comme victime. Dans les 30 jours, vous recevrez une indemnisation en fonction de vos pertes documentées. Pour certains, ce sera une indemnisation intégrale. Pour d'autres, partielle. Mais chacun recevra quelque chose. Et plus important encore, justice sera rendue à chacun. La salle éclata en applaudissements. Des gens se tenaient debout, en larmes, étreignant des inconnus qui avaient partagé leur souffrance. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de reconnaissance, du fait que leur douleur était réelle et que leur voix comptait point à l'autre bout de la ville. Dans un tribunal fédéral, Gerald Whitmore était assis sur le banc des accusés. La vidéo devenue virale où on le voyait se moquer de Marcus avait été diffusée comme preuve de la culture d'arrogance et de discrimination qui régnait chez Preston Financial. Son témoignage, obtenu en échange d'une réduction de peine, avait contribué à la condamnation de ses anciens collègues. Mais sa vie était brisée, sa carrière anéantie, sa réputation ruinée, son mariage terminé. L'homme qui s'était moqué d'un ancien détenu risquait désormais 2 ans dans un établissement pénitentiaire à régime allégé. Catherine Reynolds avait conservé son poste chez Preston Financial, mais seulement après avoir témoigné contre le conseil d'administration et mis en œuvre des réformes profondes. Le nom de la banque était à jamais terni, mais sous sa direction, elle se reconstruisait lentement en une institution qui privilégiait l'intégrité au profit. Madame Chen assistait à la conférence de presse de Marcus au centre communautaire, debout au fond de la salle, affichant une fierté discrète. Elle avait été le lien entre le travail de documentation silencieux de Samuel et la quête de justice publique de Marcus. Lorsque les journalistes l'interrogeaient sur Samuel Sullivan, elle répondait simplement « C'était l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Il a passé sa vie à réparer les erreurs des autres. Au final, il a réparé la plus grande injustice de toutes. » Marcus avait conservé une petite partie de son héritage, suffisamment pour terminer ses études, lancer une modeste entreprise et vivre confortablement, sans extravagance. Il s'était associé à Thomas Rivera pour créer la Fondation Sullivan pour la protection des lanceurs d'alerte, aidant ainsi les employés témoins de crimes d'entreprise à documenter les preuves en toute sécurité. 1 an après son arrivée chez Preston Financial, vêtu de sa combinaison de prisonnier, Marcus retourna sur la tombe de son grand-père. La pierre tombale était simple. Samuel Sullivan. Gardien. Père. Défenseur de la justice. Ils se sont moqués de toi, grand-père, murmura Marcus en déposant des fleurs sur la tombe. Ils pensaient que vous n'étiez qu'un concierge. Mais vous étiez un détective, un enquêteur, un gardien de la vérité. Vous avez passé 40 ans à vous préparer pour un moment que vous ne verriez jamais. Mais je l'ai vu. Et c'était magnifique. Le vent emporta ces paroles à travers le cimetière, devant des rangées de tombes simples abritant des gens ordinaires qui avaient mené des vies extraordinaires, souvent ignorées du monde. Samuel Sullivan était l'un d'eux, invisible aux yeux des puissants, inestimable pour les plus démunis. Ce soir-là, Marcus reçut un message de Maria Gonzalez. Aujourd'hui, j'ai remboursé la dette médicale qui avait ruiné ma solvabilité. Mon petit-fils peut poursuivre ses études. Ma fille a arrêté de cumuler 3 emplois. Vous m'avez redonné goût à la vie. Mais plus encore, vous m'avez montré que la justice n'est pas morte. Il faut juste être patient. Marcus sourit, repensant à ses 8 années de prison, aux 37 années de travail silencieux de son grand-père, aux décennies d'attente des victimes pour obtenir justice. La patience. Voilà la leçon. La justice n'arrive ni vite ni facilement. Mais quand elle arrive, elle vaut chaque instant d'attente. La meilleure vengeance ne consiste pas à détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais à bâtir quelque chose de si puissant, de si authentique, de si significatif que leur cruauté devienne une simple note de bas de page dans une histoire de courage. Marcus n'avait pas seulement hérité d'une fortune. Il avait hérité d'une raison d'être. Et quelque part, dans l'au-delà, Samuel Sullivan a enfin trouvé le repos, sachant que son petit-fils avait compris la plus grande leçon de toutes. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent. Elle se mesure aux vies transformées, aux injustices réparées et à la dignité tranquille de se tenir debout quand tous s'attendent à ce que vous restiez à terre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, car le monde a besoin de savoir que les invisibles voient tout et que la justice n'oublie jamais.